Au chapitre de ce journal, la tribune des professionnels du secteur de l'élevage s'est ouverte en Côte d'Ivoire. La journée ivoirienne de l'aviculture est à sa 9e édition. Au cours d'un atelier, l'AGERoute, l'agence de gestion de route, a présenté le plan stratégique de ses activités, et ce pour la période 2023-2025. Et la première session du comité de gestion locale du parc national d'Azani s'est tenue à la maison communale. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Très ravi de vous savoir en notre compagnie, madame, monsieur, bienvenue. Ouverture ce jeudi à l'espace Latry et Vente des Deux Plateaux de la 9e édition des Journées ivoiriennes de l'aviculture. Cette tribune des professionnels du secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire se tient avec pour thème l'aviculture moderne ivoirienne, quelle contribution à la politique d'emploi en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les professionnels du secteur échangeront sur les conditions de la production avicole afin de tirer un meilleur rendement et permettre au secteur d'être pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Richard Akeke. Les professionnels du secteur de l'aviculture en Côte d'Ivoire ont répondu nombreux à l'invitation de la 9e édition des Journées ivoiriennes de l'aviculture JNA 2024. L'espace Latry Evans des Deux Plateaux dans la commune de Cocody s'est transformé en un vaste salon dans lequel chacun des exposants issus du secteur de l'élevage y proposait des produits de volaille bon marché. L'aviculture moderne, quelle contribution à la politique d'emploi en Côte d'Ivoire, est le thème choisi pour cette édition 2024. Un thème révélateur de l'importance de la contribution de la filière dans la stratégie nationale d'insertion des jeunes. Le panel d'ouverture présentait le dynamisme du secteur eu égard à la contribution de l'aviculture dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Nous retenons comparativement à des pays comme l'Afrique du Sud, nous avons un secteur avicole qui se porte bien, mais qui est dans une situation de compétitivité relativement faible. Et même quand on regarde le prix de la volaille, le prix mondial de la volaille par rapport au prix national, il y a des niches de développement de ce secteur, d'investissement dans ce secteur et surtout sur les questions de transformation, sur les questions de commercialisation. Les chiffres qui ressortent de la filière avicole en Côte d'Ivoire font de ce secteur l'un des plus dynamiques à l'espace d'une décennie seulement. Le secteur avicole emploie plus de 280 000 personnes. Les croissances ces dernières années sont très fortes. Depuis l'année 2010, la filière a augmenté de plus de 300%, comme on a pu le voir ce matin. C'est un fruit, effectivement, de beaucoup de travail concerté. Notre objectif, nous, c'est de mettre le cadre pour permettre aux opérateurs, aux investisseurs d'investir et donc de le faire de façon intelligente et de façon professionnelle pour pouvoir tirer les fruits de cet investissement. Du 25 au 27 avril 2024, éleveurs, producteurs, experts, commerçants, visiteurs vont assister au panel, aux échanges et aux signatures de contrats. Ces journées vont contribuer activement à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la filière pour permettre d'améliorer ainsi leur professionnalisme. Ouverte le lundi 22 avril à l'île Boulay, la 4e édition du Forum African Digital Week a pris fin le mercredi 24 avril avec de bons espoirs pour le futur numérique de l'Afrique. L'African Digital Week 2024, qui avait pour thème la 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique, a permis de discuter des opportunités qu'offre le numérique au continent et de mettre à la lumière les acteurs et savoir-faire nationaux et africains en matière de numérique. Une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et plusieurs de ses partenaires. Le point avec Koné Nanorgo et Marius Seri. Intelligence artificielle, Internet des objets, Big Data, digitalisation, blockchain, cybersécurité, infrastructure, identité numérique. Bref, c'est là le lexique de ces 3 jours de discussion lors de cette 4e édition du Forum African Digital Week 2024 tenu sur l'île Boulay du 22 au 24 avril 2024. 3 jours d'intenses discussions autour des promesses de la 4e révolution industrielle pour l'Afrique
afin de permettre au continent de prendre toute sa part dans cette nouvelle ère des usines du futur. Un rendez-vous qui a finalement pris fin ce mercredi avec de belles promesses. Nous avons échangé sur des problématiques autour des infrastructures, avec l'actualité naturellement sur les câbles sous-marins. Nous avons pu échanger sur l'éthique et la régulation de l'intelligence artificielle. L'African Digital Week 2024, c'était plus de 14 panels et tables rondes, des rencontres B2B, des concours hackathons et surtout un moment de reconnaissance du patronat ivoirien et de ses partenaires aux pionniers du numérique en Côte d'Ivoire. Une 4e édition qui a donc positionné l'African Digital Week comme une plateforme incontournable pour les experts du numérique. Nous sortons de ces travaux avec la conviction, chevillée au corps, qu'à l'aube de cette nouvelle révolution industrielle, garante de changement et pour dire vrai, de bouleversement, nos États africains savent qu'ils devront prendre toutes les dispositions pour créer l'environnement propice au développement de l'industrie 4.0. Ainsi prend fin la 4e édition de l'African Digital Week 2024, ouvrant ainsi la voie à la 5e édition. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a tenu son traditionnel déjeuner de presse, une rencontre au cours de laquelle l'institution a mis l'accent sur les contributions de technologie de la géoinformation dans le processus de digitalisation de divers secteurs et a dressé le bilan de ses activités 2023. Walter Kofi et Tima Traoré. Plus de 700 emplois générés, près d'une dizaine de communes inscrites et 7 partenariats scellés. Ce sont là des actions, parmi tant d'autres, réalisées par le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG en 2023. On a une année réalisée. Effectivement, nous sommes à une consécration où il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés. Je peux parler de à peu près 80 projets qui sont actifs. Et des projets où c'est l'information géographique qui est au centre. Donc que ce soit des projets pour la municipalité, que ce soit des projets pour la gestion des travaux par rapport aux constructions, que ce soit des projets par rapport au développement rural, que ce soit des projets de plans, des stratégies de développement. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, quand on considère des communes, à peu près 50% des communes de Côte d'Ivoire bénéficient des outils digitaux du CNTG. Et vous savez, nous sommes à mi-chemin, nous avons 201 communes en Côte d'Ivoire. Donc il faut encore faire la promotion et montrer l'importance de cela pour que les autres communes qui sont un peu réticentes s'inscrivent. Vous voyez, il y a 201 communes en Côte d'Ivoire et nous avons parlé d'une quarantaine qui ont contracté avec le CNTIG dans le but de leur permettre de connaître déjà le potentiel économique de leur commune et ensuite pouvoir mieux traiter, mieux planifier les actions, les opérations, les réalisations, les projets de développement. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes avec le CNTIG. Il a été noté que l'agenda 2023 du CNTIG fut meublé par 68 projets et activités spécifiques avec plusieurs partenariats tissés en vue du développement des outils et techniques de géoinformation en Côte d'Ivoire et à l'international. La Maison du patronat ivoirien a procédé à la cérémonie de clôture de la première édition du programme Fondement de la durabilité d'entreprise ce mardi. Dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies, cette initiative avait pour objectif de permettre aux entreprises d'atteindre les objectifs de développement durable. Le point avec Michel Brault. Ce sont 800 participants, responsables d'entreprises de 20 pays d'Afrique francophone, en fin de formation dans la capitale économique. À l'issue de 6 mois de formation en ligne, ces auditeurs ont été instruits à travers des modules axés sur le renforcement des capacités, des partages d'expériences portés sur le fondement de la durabilité, notamment l'égalité du genre, la lutte contre la corruption et l'adaptation au changement climatique, entre autres.
Les auditeurs ont été invités à intégrer le fondement de la durabilité dans le processus de fonctionnement de leurs entreprises. Vous savez, le Pacte mondial des Nations Unies travaille avec les entreprises pour les accompagner en matière de développement durable, pour les engager à intégrer les valeurs et principes dans la manière de faire les affaires. Pour faire beaucoup d'affaires, mais de les faire bien. D'une manière qui respecte les employés, qui respecte la planète, qui respecte aussi la durabilité de l'entreprise. Nous sommes vraiment heureux d'avoir participé donc à ce panel au nom de la CGEC et appeler également les entreprises à intégrer la durabilité dans leur business model, à ne pas avoir peur de faire le pas vers la transition verte. On a comme l'impression que c'est coûteux, mais il est important aujourd'hui pour sauver la planète, pour sauver notre environnement, d'intégrer ces éléments qui sont importants aujourd'hui au devenir même de notre planète. Ce sont des participants satisfaits du contenu de ce programme. Ils témoignent leur soutien aux organisateurs pour cette initiative en faveur des entreprises. Cette formation déjà m'a permis en tout cas personnellement à avoir une idée claire, encore plus approfondie si je peux le dire, sur les 17 objectifs de développement durable. Pouvoir d'abord profiter de ceux parmi les collègues qui ont participé pour se mettre à jour. Et s'il y a d'autres opportunités qui viennent, il faut les saisir parce que ça permet à la fois aux organisations de travailleurs et aux organisations d'entreprises de se mettre à jour. La cérémonie de clôture de la première édition du programme Fondement de la durabilité d'entreprise a rassemblé 800 acteurs clés d'entreprise issus de 20 pays d'Afrique francophone. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme Pacte mondial des Nations Unies lancé en octobre 2023 pour accompagner les entreprises en matière de développement durable. Pour la période 2023-2025, l'AGEROUTE, entendez l'Agence de gestion des routes, a présenté le plan stratégique de ses activités ce jeudi au cours d'un atelier. L'objectif de cet atelier, qui a réuni plusieurs entités de l'AGEROUTE, est de définir les différentes orientations afin d'atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels en adéquation avec le plan national de développement. Le reportage est signé Amiko Robara et Tima Traoré. Pour l'exécution de son plan stratégique sur la période 2023-2025, l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, a tenu ce jour un atelier à Abidjan. L'objectif de cet atelier, qui s'est tenu en présence des différents chefs de service, est de tenir compte d'une feuille de route dans la réalisation des infrastructures routières en adéquation avec le plan national de développement. Toute entreprise doit pouvoir avoir une directrice, mais avoir aussi une vision et un certain nombre d'orientations. Donc l'AGEROUTE s'est doté d'un plan stratégique sur la période 2023-2025, lequel plan définit, donne notre vision, mais aussi donne aussi les différents objectifs opérationnels, mais aussi objectifs stratégiques que nous devons mettre en œuvre afin de pouvoir non seulement faire en sorte que le plan national de développement 2021-2025, qui consacre au niveau des routes une ambition importante, celle du président de la République de faire notre pays en termes d'un pays qui progresse vers le développement. Donc il est important que nous, en tant qu'AGEROUTE, nous puissions être à la hauteur de cette ambition. Dans le cadre de ce travail, nous avons travaillé à fédérer toutes les équipes pour produire d'abord le diagnostic stratégique. Ensuite, nous avons, avec les mêmes équipes et le comité qui a été mis en place pour nous aider, identifié tous les axes stratégiques pour atteindre la vision que le DG s'est fixée. Dans l'exécution de ce plan stratégique, l'AGEROUTE tient également compte des normes sociétales. La dimension sociale et la dimension humaine doivent forcément être prises en compte dans l'exécution de tous les projets qui sont donc confiés à l'AGEROUTE. À travers la qualité de ses ouvrages, l'AGEROUTE ambitionne devenir une référence dans le domaine des infrastructures routières.
Les entreprises ivoiriennes se lancent dans la promotion des énergies vertes avec le DDDI. Le responsable du Globe Green Growth Institute a signé récemment une convention avec le directeur exécutif du patronat ivoirien au nom de la CGCI à son siège à Abidjan Plateau. L'organisation qui promeut la croissance verte par un équilibre entre la croissance économique et l'environnement veut accompagner les entreprises ivoiriennes avec les énergies les moins polluantes possibles. Le compte rendu avec Pierre Tebeu et Wilfried Yao. Les entreprises ivoiriennes se lancent dans la lutte contre la pollution en s'arrimant aux énergies vertes. C'est l'objectif de cette convention qui a été signée ce 24 avril 2024 entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGCI et le Global Green Growth Institute GGGI. Une convention qui permettra aux membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire de bénéficier au financement vert mis en place par le GGGI. Donc depuis 2 ans, nous sommes partenaires avec GGI qui nous accompagne sur certains de nos événements. Et nous avons souhaité que ce partenariat-là aille plus loin. Donc dans la convention, il est toujours question de participer aux événements des uns et des autres, notamment en proposant des experts dans les domaines qui seront débattus. Mais il est question aussi d'avoir une plateforme de collaboration pour atteindre les objectifs que l'État de Côte d'Ivoire se fixe en matière de développement vert. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, cette signature a pu être faite en présence du ministère en charge de l'environnement et de la transition écologique. C'est d'ailleurs depuis plusieurs années que cette organisation internationale travaille sur la question avec la CGCI. Les entreprises ivoiriennes doivent pouvoir s'adapter à la question du changement climatique et passer aux énergies renouvelables, d'où l'intérêt de cette convention. The importance of this MOU with CGEGI and then GGI. Il est particulièrement ravi de ce partenariat avec la Confédération des entreprises ivoiriennes, car c'est un partenariat qui permet de sceller la relation entre CGCI et le GGGI, qui a commencé déjà depuis quelques années. L'intérêt donc du GGGI est de pouvoir appuyer les questions du secteur privé sur les changements climatiques et accélérer justement l'accès au financement, notamment dans certains secteurs clés comme la gestion des déchets, l'agriculture, l'énergie et peut-être même les transports électriques, voire les questions également de forêt. Le GGGI est une organisation internationale qui fait la promotion des énergies vertes. Il fait également dans la recherche et encourage l'engagement pour la croissance verte, notamment dans les pays en développement et l'abandon du paradigme actuel fondé sur le développement industriel. La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie s'est ouverte à Abidjan. Cette 60e session ministérielle a réuni des représentants de différents pays francophones pour porter des réflexions afin d'atteindre l'objectif de développement durable. Le reportage est signé Michel Brou et Ézéchiel Seri. Réinventer ensemble l'éducation pour demain. Telle est la devise portée par la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Cette vision était au cœur de l'ouverture de sa 60e session en terre ivoirienne du 22 au 26 avril 2024. Un cadre de réflexion pour les ministres de l'organe de mettre en avant l'importance de l'éducation dans le développement social et économique des pays francophones. Le président sortant du Confemen a saisi cette opportunité pour saluer le chef d'État ivoirien pour son implication constructive en faveur de l'éducation, avant d'exhorter la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation à poursuivre la mission de l'institution. Au moment où prend fin mon mandat de président d'exercice, je voudrais vous exprimer, mesdames et messieurs les ministres, membres de la Confemen, ma profonde reconnaissance pour votre accompagnement permanent et efficace. Votre appui a été déterminant pour la réalisation de nos objectifs. Je vous invite à continuer et à renforcer l'accompagnement de la Confemen dans un cadre partenarial. Et cela à un moment où la plupart des États et gouvernements sont engagés à transformer leur système éducatif. Dans le même élan, la ministre Marietou Koné a souligné l'urgence de mettre en place des politiques éducatives efficaces pour garantir une éducation de qualité.
La 60e session ministérielle de la Confémen doit être l'occasion pour nous de réfléchir à la meilleure intégration de l'enseignement général et de l'enseignement technique pour une éducation pertinente et vectrice de transformation socio-économique. Le chef du gouvernement ivoirien a salué le bilan satisfaisant du président au terme de ces 2 années d'exercice. Il a également félicité la ministre Mariétou Koné pour son dévouement en faveur de l'éducation, mais également pour sa prise de fonction à la tête de l'institution. J'adresse mes compliments et mes chaleureuses félicitations au professeur Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, pour son dévouement et pour la bonne organisation de cette 60e session ministérielle de la Confémen. Je lui exprime mes chaleureuses félicitations parce que maintenant elle a pris le maillet. La cérémonie d'ouverture de la 60e session ministérielle de la Confémen s'est achevée par la remise symbolique du maillet à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Amnesty International a lancé son rapport annuel 2023-2024 récemment à Abidjan. Cette institution a alerté sur les violations des droits humains par les gouvernements et les entreprises, ainsi que sur les dangers de l'expansion de l'intelligence artificielle au regard des civils touchés par les conflits et qui en payent le prix fort. Le compte-rendu de Diane Kablancan et d'Ézéchiel Seri. Le lancement du rapport annuel 2023-2024 d'Amnesty International s'est tenu à l'hôtel Palm Club d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a permis de mettre en lumière un sombre tournant dans l'histoire du droit international. L'organisation a alerté sur les violations flagrantes des règles par les gouvernements et les entreprises, projetant ainsi l'humanité dans un monde dénué de véritable état de droit international. Les civils touchés par les conflits en paient le prix fort, tandis que l'intelligence artificielle en pleine expansion crée un terrain fertile dans le racisme, la discrimination et la division, notamment en cette année électorale majeure. Ce sont entre autres les combats que mène l'Amnesty International. Mais pour ce qui il y a eu vraiment plusieurs violations. En Afrique d'abord, il y a eu des violations sur les droits civiques et politiques, comme la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu également les mêmes violations des libertés d'expression et autres. À la conférence, nous avons beaucoup d'évolutions en termes de textes. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire légiférer un peu sur tout, le droit de la femme, le droit de la jeune fille, liberté de manifestation et autres. Oui. Et le grand défi que nous avons souligné l'année passée qui continue encore, et à moins d'1 an, pratiquement des élections, c'est vraiment important d'interpeller nos dirigeants dessus. C'est vraiment que ces droits qui ont été autant proclamés, ces droits soient exercés. Voilà, ça c'est le grand défi qu'il faut. Notons que Amnesty International est une organisation non gouvernementale internationale qui œuvre pour la protection, la promotion des droits humains à travers le monde. Un mot de culture à présent. Le patrimoine culturel africain et la préservation de la mémoire étaient au centre d'un forum qui s'est tenu à l'université de Cocody. Cet événement a rassemblé des experts, des chercheurs, des artistes et des représentants de divers pays africains pour discuter des enjeux liés à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel en Afrique, notamment du musée. Le récit de Konena Nourgo. C'est une évidence. Il est important de préserver la mémoire et le patrimoine culturel africain, ces éléments clés de l'identité et de l'histoire du continent. Telle est la communication qui a été faite par les intervenants de ce panel, soulignant que la transmission et la valorisation de ce patrimoine sont essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance des Africains à leur histoire et à leur culture. C'est la question de la mise en restitution des mémoires et de la manière dont se construisent les mémoires, puisque aujourd'hui l'histoire et le passé n'a jamais été aussi présent. Et l'histoire, comme le disait un historien, Enzo Traverso, est un véritable champ de bataille dans le présent, un champ de bataille qui est à la fois à l'origine et au centre des conflits que vivent nos sociétés politiques, avec des conflits de mémoire opposés sur des vécus communs. Mais en même temps, l'histoire est aussi, paradoxalement, au centre
des instruments pour résoudre ces conflits. Les défis liés à la valorisation de notre patrimoine sont multiples. La baisse de fréquentation des musées en Côte d'Ivoire en fait partie. Selon le directeur du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les musées doivent être agressifs de manière positive pour amener les populations à les fréquenter. Aujourd'hui, nos musées sont considérés comme des dépotoirs à fétiches. Si nous partons du postulat que nous devons inculquer, mettre dans nos programmes scolaires, inculquer ce patrimoine et qu'il est accepté par les communautés et que la vision, la perception qu'a aujourd'hui l'Ivoirien ou l'Africain de son patrimoine, de son bien, change positivement. Le 5e forum régional Notre Futur, Dialogue Afrique-Europe, s'est voulu l'occasion de mettre en lumière l'importance de préserver et de promouvoir le riche patrimoine culturel du continent. Après chaque participation au partage annuel de bénéfices de l'entreprise américaine Forever Living Products, le réseau vainqueur international procède à des dons. Cette année, après le partage tenu à New Delhi en Inde, le fondateur du réseau et certains membres ont lancé des actions de bienfaisance. Et c'est avec le centre Don Orion de Bonois que le bal est ouvert. Un chèque de 1 200 000 francs et la prise en compte de la production d'orthèses pour une liste d'enfants nés avec les pieds-bottes. Le commentaire de Mon Désir Nascimento. Seule la charité sauvera le monde. C'est une assertion inscrite et visible sur la pancarte du centre Don Orion de Bonois. Et cette assertion, le réseau vainqueur l'a compris. Le mercredi 24 avril, accompagné de quelques membres de son réseau, le couple Augustin Zinsou-Baguidi, manager Saphir Diamant Forever Living Product, société américaine productrice de compléments alimentaires, est allé partager avec les enfants atteints de diverses pathologies, notamment les enfants nés avec des pieds beaux, une partie de leurs revenus additionnels annuels. Une tradition que le réseau vainqueur international a intégrée dans son gène. Plusieurs pays en recevront, mais pour l'instant, c'est le centre Don Orion de Bonois qui a reçu un chèque de 1 200 000 francs, plus la production prochaine d'orthèses pour une trentaine d'enfants atteints de la pathologie pied-beau. Des orthèses que le fondateur du réseau vainqueur s'empresse même à remettre pour soulager les peines des petits-enfants démunis et en situation difficile. Et vous savez qu'il est de coutume que chaque année, le réseau vainqueur fasse des dons et des œuvres sociales. Mais cette année, de manière exceptionnelle, nous avons souhaité que nous, pratiquement en tant que responsables, fondateurs donc, de ce réseau, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire au centre, au niveau de ce centre Don Orion. Et donc nous sommes venus pour allumer une petite bougie, la première bougie d'ailleurs, pour permettre à toute mon équipe de pouvoir faire l'œuvre suivante. Alors aujourd'hui, c'est pour apporter une aide aux enfants au pied beau pour leur permettre d'avoir la mobilité réelle de leurs membres inférieurs. Les responsables de ce centre, notamment le père directeur Basilaka et l'économe père Sylvain Oké, ont remercié et prié pour les donateurs. Ils ont souligné que le centre Don Orion vit grâce à des volontaires qui font la différence sur le terrain, mais aussi grâce à la générosité des uns et des autres. Ils ont signifié que les petits dons, tels que ceux du réseau vainqueur international, font les grandes missions. Merci pour cette générosité que le réseau essaie de partager avec tous ceux qui sont dans le besoin. Le centre Don Orion, comme je le disais, c'est un centre à but non lucratif qui œuvre dans le social grâce aux dons, aux partenaires, aux bienfaiteurs. Et le fait que le réseau vainqueur vienne jusqu'à nous ce matin, cela dit toute notre joie pour ce geste qu'ils viennent d'accomplir au sein du centre. Merci à tous les membres, que le Seigneur fortifie et consolide ce réseau. Des visites dans les différents départements du centre Don Orion ont clôturé cette cérémonie de bienfaisance du réseau vainqueur international. Et l'actualité nous emmène à Grand Laou. La première session du comité de gestion locale du parc national d'Azagny s'est tenue ce 17 avril à la maison communale d'Azagny. Cette activité a réuni les acteurs impliqués dans la préservation de ce parc et a permis d'établir un bilan satisfaisant au premier trimestre
de l'année en cours. À l'issue des infractions enregistrées dans le parc, le préfet du département a invité les administrés à la préservation de cet écosystème environnemental et d'appuyer l'OIPR dans ses différentes missions. Le commentaire est signé Michel Pro. Cette année encore, le comité de gestion locale du parc national d'Azani n'a pas failli à sa traditionnelle rencontre trimestrielle. C'est justement dans le cadre des aires protégées du réseau tenu par l'Office ivoirien des parcs et réserves qu'il a tenu sa première session. À l'issue de la rencontre, les activités de gestion du parc ont été présentées aux membres statutaires du comité. Le chef secteur a dévoilé les résultats du comité portant sur les aménagements au bilan financier, en passant par la surveillance, la recherche et le suivi écologique, entre autres. Les actions de sensibilisation et la communication pour le changement de comportement à l'endroit des élèves ont été saluées par le représentant du directeur général de l'OIPR. Dans le même élan, le préfet du département a saisi l'occasion pour appeler les populations à une prise de conscience de l'importance du parc dans leur quotidien. Les séances de sensibilisation ont trouvé plus de 1400 personnes. Et en majorité, dans les lycées, dans les collèges et dans les établissements primaires. C'est une cible en termes de communication. Il faut former les enfants, il faut former la jeunesse, il faut préparer les jeunes à la conservation de la nature. Les agressions au niveau du parc sont maîtrisées. On a enregistré moins d'agressions. C'est l'occasion pour moi de lancer encore un appel à toutes les populations riveraines pour leur demander de protéger le parc national d'Azani. Ce sont 122 enfants formés à l'éco-citoyenneté, satisfaits d'avoir pris part à cette formation. Depuis vendredi, nous sommes au parc national d'Azani. Nous avons suivi une formation. Il nous a permis de voir comment sont les oiseaux. On reconnaît un oiseau par ses pattes, son plumage, son bec, ses os et ses membres. D'après ce que j'ai vu, chers parents, je vous invite à aider l'OIPR à protéger le parc national d'Azani. Le parc national d'Azani, doté d'une superficie de 19 400 hectares, est situé en Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Grand Laou. Cette première session du comité de gestion locale démontre la volonté des acteurs à promouvoir l'éco-citoyenneté et préserver l'écosystème environnemental. En bref, à présent, British International Investment et la banque américaine Citi ont procédé à la signature d'un mécanisme de partage de risque d'un montant de 100 millions de dollars. Citi fournira de la liquidité à des banques commerciales pour le financement d'activités commerciales dans des pays émergents d'Afrique subsaharienne tels que le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Selon les estimations avancées par l'institution américaine, l'écart de financement du commerce en Afrique a atteint 120 milliards de dollars en 2023 contre 81 milliards de dollars en 2019. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.